Les plantes aquatiques, ainsi se nomme la nouvelle menace pour les exploitants du fleuve Niger. De plus en plus, elles prolifèrent, dégradant par la même occasion le nid du fleuve qui contribue à l'approvisionnement en eau et aux besoins alimentaires de nombreux foyers. Elle est une tueuse silencieuse si une attention particulière ne lui est pas prêtée. Nous parlons d'hypertension artérielle chez les femmes en état de grossesse. Nous verrons quelques conseils des spécialistes de la santé sur la question. Voilà donc pour le sommaire, fidèles téléspectateurs. Merci d'avoir fait le choix de vous informer sur ORTM2 et toutes nos excuses pour ce problème technique. Cette nouvelle pour commencer ce journal, Ousmane Sonko, le Premier ministre du Sénégal, est à Bamako dans le cadre d'une visite d'amitié et de travail. À son arrivée à l'aéroport international, président Modibo Keïta Sénou, il a été accueilli par son homologue Dr Choguel Kokala Maïga. Les deux personnalités se sont entretenues. Personne ne passera par le Sénégal pour déstabiliser le Mali à propos du Premier ministre sénégalais à l'issue d'une audience avec le président de la transition. Ousmane Sonko dit être à Bamako pour exprimer au peuple malien la solidarité du peuple sénégalais et par la même occasion présenter les condoléances du président Bassirou Diomaye Faye à son homologue colonel Assimi Goïta suite à l'attaque terroriste de Tinzaouaten. Ce 12 août est célébré également Journée internationale de la jeunesse. Notre pays n'est pas resté en marge de cette célébration, cela à travers le ministère de la Jeunesse et des Sports qui a organisé une journée de la jeunesse, une manière de mettre la lumière sur le rôle essentiel de cette jeunesse. Cette année, la thématique porte sur la jeunesse malienne dans la lutte contre le terrorisme à travers la digitalisation pour un Mali émergent. Les détails dans nos futures éditions. La lutte contre l'érosion, un combat que mène l'Association des jeunes pour le développement des 759 logements et de la cité Yélé AJD de Yélimadjo. Dans cette lutte, ils sont accompagnés par les services des eaux et forêts de la commune 6. Ensemble, ils ont procédé à la plantation de 100 pieds d'arbres dans leur localité. L'activité s'inscrit dans le cadre de la campagne de reboisement de l'année 2024. Arunaki Adamele et Soumaïla Konari. Dans le cadre des activités de la campagne de reboisement 2024, l'Association des jeunes des 759 logements et de la cité Yélène a procédé à la plantation de 100 pieds d'arbres offerts par le poste des eaux et forêts de la commune 6. Le site choisi pour ces plans est la route principale de la cité des 759 logements. Et c'est le lieu aussi de remercier Madame le maire des logements sociaux qui nous a beaucoup aidés, qui nous a soutenus dans ce sens-là pour que nous puissions rendre notre cité plus propre et plus belle aussi. L'objectif de ce reboisement n'est autre que la recherche du bien-être dans son ensemble. Nous n'ignorons pas tous les bénéfices que les arbres apportent à notre écosystème. Les autorités forestières se disent fières de cette initiative et félicitent la jeunesse des deux cités. C'est des jeunes vraiment qu'il faut encourager parce que nous avons constaté que depuis quelques semaines, ils se sont donnés à des activités de curage des caniveaux et au même moment à l'assainissement de leur cité. Fréquemment, presque chaque week-end, on les voit mobilisés vraiment pour ces différentes activités. Avec leur slogan « Bâtissons nos cités », la jeunesse des 759 logements et de la cité Yélène veulent, à travers cette activité, rendre le Mali plus vert. Environnement toujours, mais cette fois-ci, nous parlons de la menace qu'il pèse. Il s'agit de la prolifération des plantes aquatiques qui jonchent le long du fleuve Niger. Ces plantes bouleversent l'écosystème local et semblent être une contrainte majeure au développement durable et à l'amélioration des conditions de vie des riverains. Une crainte qui s'accentue avec la dégradation de la qualité de l'eau. Mathieu Traoré va nous expliquer en quoi la prolifération de ces plantes dont le nid du fleuve Niger est une menace. Le fleuve Niger, impossible de traverser ce cours d'eau sans apercevoir des plantes aquatiques. Flottant à la surface de l'eau, à première vue, ces plantes sont d'une beauté naturelle, mais il n'en est pas autant côté utilité. La prolifération de ces plantes-là, c'est un enjeu, n'est-ce pas, très important pour la gestion de nos fleuves. Le fleuve a besoin de vivre. La présence de ces plantes-là nuit, parce que c'est vrai, on a l'eau,
Mais ces animaux ou bien ces trucs-là qui y vivent au niveau de nos fleuves ont besoin d'air. Donc ces plantes-là les coupent carrément. Donc c'est pourquoi on a diminution souvent vraiment de certains écosystèmes qu'on a d'habitude. Quand vous demandez nos parents bozos, ils vont dire que vraiment que l'activité pêche a beaucoup diminué parce qu'il n'y a pas de quoi pêcher. Donc il y a certains animaux aussi qui étaient là, qui honoraient un peu, c'est-à-dire ce paysage-là, et qui sont maintenant en voie de disparition. Ces plantes à la croissance couvrent la surface de l'eau, ce qui n'est pas sans conséquence pour les exploitants du fleuve Niger. Parmi ces plantes aquatiques, d'autres poussent généralement pendant la saison sèche et on a celles qui proviennent d'ailleurs. Ceci nous est nouveau. On essaie comment se fait la prolifération. Mais ça nous dérange énormément car ça nous empêche de travailler. Ces plantes occupent tous nos lieux de travail et elles tuent les poissons. Ça n'a aucune utilité pour nous les pêcheurs. On a beau les arracher, elles reviennent toujours. Ces plantes ont trop d'inconvénients sur la pêche. Elles diminuent considérablement l'espérance de vie des poissons. Les poissons ont aussi besoin des lieux adéquats pour pondre leurs œufs. Lorsqu'ils sont empêchés, cela amène une pénurie de poissons. Afin de protéger le fleuve Niger contre ces plantes nuisibles, le service en charge de lutte contre la prolifération entend mettre en place des stratégies idoines. La politique nationale de l'eau, on a élaboré depuis 2006 et on a actualisé en 2019 pour prendre en compte certaines choses telles que l'approche gestion intégrée des ressources en eau. Donc suite à ça, on a élaboré 4 programmes, c'est-à-dire le programme national de gestion intégrée des ressources en eau et surtout le programme d'aménagement hydraulique. Donc la gestion de ces plantes-là sont prises en compte. Il y a de ces activités qui sont programmées au niveau de ce programme pour lutter définitivement contre ces plantes-là. Il s'agit des activités de protection des berges, les activités d'aménagement des têtes des bassins. Toutes ces séries d'activités-là permettent de circonscrire en un mot la prolifération de ces plantes-là. En attendant la mise en application des actions citées par le chef de division et aménagement de la Direction nationale de l'hydraulique, quel rôle doivent jouer les exploitants du fleuve Niger? Un mot de santé et nous nous intéressons à l'hypertension chez les femmes enceintes. Selon certaines données scientifiques, elle touche 5 à 10% des femmes enceintes et s'explique par une anomalie des vaisseaux sanguins du placenta. On parle alors d'hypertension artérielle lorsque la pression artérielle est supérieure à 140/90. On en sait plus avec Sabine Keita. La femme, source de vie, est souvent confrontée à des difficultés pendant la grossesse, telles que l'hypertension communément appelée hypertension gestationnelle. Elle touche 5 à 10% des femmes enceintes. Elle est la deuxième cause de mortalité maternelle du centre de santé de référence de la commune 6. L'hypertension, aujourd'hui, c'est un sujet très préoccupant pour nous. Pour définir, on va dire que l'hypertension artérielle, surtout ce qui concerne la femme enceinte, est une élévation anormale de la tension artérielle chez la femme enceinte. L'hypertension artérielle aujourd'hui est un problème de santé publique. Par sa fréquence, dans notre contexte, elle constitue à peu près 5 à 10% de nos consultations. Si les causes de la tension gestationnelle sont multiples, ces signes ne sont pas visibles. Seul le diagnostic est réalisé par un professionnel de la santé permet de détecter le mal. On comprend aujourd'hui que la cause fondamentale de l'hypertension chez la femme enceinte est un dysfonctionnement au niveau du placenta. En dehors de ces problèmes de placenta, il y a les facteurs de risque. Ces facteurs, quand nous les avons, on sait que ce problème-là survient. C'est par exemple la parité. On sait que c'est beaucoup plus fréquent chez la femme très jeune, moins de 18 ans, et la femme très âgée, au-delà de 40 ans. Quand les grossesses sont multiples, elle est fréquente.
quand il y a certains antécédents chez la femme, notamment les antécédents personnels tels que l'obésité, l'hypertension dans la famille, certaines affections comme le diabète, les maladies rénales ou autres maladies. Vivre avec la tension n'est pas chose aisée pour la femme enceinte. Je suis enceinte de mon 6e enfant et je suis hyper tendue. Ma sage-femme m'a conseillé de venir faire une consultation chez le gynécologue. J'ai eu l'hypertension lors de mon dernier accouchement et depuis lors, je suis les traitements. Oui, la tension a des conséquences. C'est la raison de ma consultation aujourd'hui. Le traitement dépend du type d'hypertension dont souffre la femme enceinte. En cas de prise en charge tardive, les conséquences peuvent être fâcheuses. Le traitement, il est simple et compliqué à la fois. La prise en charge est pluridisciplinaire. L'hypertension, quand elle arrive, fait intervenir beaucoup de prestataires, notamment la sage-femme, le médecin gynécologue, le médecin cardiologue, le néphrologue, le médecin néonatologue. Donc, il y a un type d'hypertension artérielle qui est antérieure à la grossesse, qu'on appelle l'hypertension artérielle chronique. Il y a un autre titre qui est assez grave, qu'on appelle la prééclampsie, qui est beaucoup plus fréquente chez la femme primipare, c'est-à-dire qui tombe enceinte pour la première fois, qui est très jeune, et elle apparaît généralement au 3e trimestre de la grossesse. Elle fait intervenir d'autres complications, notamment les complications rénales, et le 4e type, où l'hypertension apparaît seulement pendant la période de la grossesse et de l'accouchement, et elle disparaît en l'intervalle des 2 grossesses. Et cette prise en charge peut aller d'un traitement médical, c'est-à-dire que les antihypertenseurs sont prescrits, ça peut aller à l'hospitalisation, ça peut aller au bilan sanguin. Afin d'éviter cette maladie, la femme enceinte doit suivre régulièrement les consultations prénatales et respecter les conseils du médecin. On peut stabiliser la tension artérielle chez la femme enceinte si le dépistage est fait très tôt et si le traitement est bien conduit, de venir en consultation dès que la grossesse est constatée. C'est de respecter les mesures d'hygiène que les médecins recommandent. Toutefois, il est nécessaire de privilégier la prise en charge précoce de la maladie pour minimiser les dégâts. Un mot de sport avant de refermer ce journal. La finale de la Coupe Ibrahim Traoré alias Torres a connu son épilogue ce dimanche. Le dernier match avait mis aux prises l'AS tout-puissant de Limadio face à l'Aguerou de Faladje. Après un score d'1 but partout à l'issue du temps réglementaire, c'est l'équipe de Limadio qui s'est finalement imposée en réussissant 8 tirs contre 7 lors de la séance des tirs au but. Le résumé de cette affiche avec Omar Enza Traoré. Le trophée de la 2e édition de la Coupe Ibrahim Traoré alias Torres a été remporté par l'AS Tout-Puissant de Yirimadio, vêtu en jaune grâce à sa victoire sur l'équipe Aguerou de Faladje. Pour les organisateurs, le but est de favoriser l'union et l'entente entre les jeunes. Moi aussi j'aime le sport, je suis sportif. J'ai pris cette initiative concernant la cohésion entre les jeunes d'ici et puis d'autres quartiers aussi. S'il plaît à Dieu, j'aimerais ajouter encore dans les jours à venir. Pour faire ça seul, ce n'est pas du tout facile. Donc si j'ai trouvé des gens qui peuvent m'accompagner à organiser ce genre de tournoi chaque fois, surtout pendant les congés, ça me fera très plaisir. Après le coup d'envoi symbolique donné par les organisateurs, les 2 équipes font de belles prestations devant le public sportif venu pour l'occasion. Dès la première période, les jeunes de Yirimadio prennent le dessus sur l'équipe adverse en inscrivant leur premier but. Il va falloir attendre la 2e période pour que les Blancs de Faladje égalisent ce but. Malgré les multiples occasions dans les 2 camps, le temps réglementaire se clôt sur un score paritaire 1-1. C'est finalement à l'issue de la séance des tirs au but que l'équipe de Yirimadio s'impose devant celle de Faladje, 8 tirs reçus contre 7.
Nous sommes très contents. Cette finale a été bien organisée. Nous avons pu gérer la première période. Cependant, l'équipe adverse a dominé le jeu en deuxième période. Franchement dit, ils ont bien joué. Ils avaient même la possibilité de nous battre dès la première période. Nous ne pouvons que les saluer pour la qualité du jeu produit. Le parrain de l'événement ne cache pas sa satisfaction suite à la qualité de cette finale. Je suis très content, car c'est une activité dédiée à la jeunesse. L'avenir de toute société repose sur la jeunesse. C'est la raison pour laquelle j'ai accepté de parrainer l'événement. L'organisateur, c'est notre frère et ami. Je ne peux que lui dire merci pour la qualité de l'événement. Auparavant, 2 équipes de moins de 45 kilos s'affrontaient pour le lever des rideaux. Et c'est l'équipe de CSC de Ntabakoro, habillée en bleu, qui s'incline devant celle de Bakuro-Babougou sur le score de 1-0. Au chapitre des récompenses, les équipes vainqueurs de la compétition repartent avec un trophée plus une enveloppe symbolique. Quant aux 2 équipes vaincues, elles ne sont pas sorties les mains vides. Rien n'est éternel, ne vous stressez pas trop, car peu importe la gravité de la situation, ça va changer. C'est sur cette citation de M. Matt que nous bouclons ce journal. Excellente semaine à tous.